Chaque jour, des milliers de gens font la différence et maintiennent le filet social en place pour les communautés vulnérables. Mon nom est Daniel Lantaigne et je me suis donné pour mandat de sortir de l'ombre ces héros, des héros anonymes. Aujourd'hui à l'émission, comme toujours, j'ai le bonheur de présenter deux organisations qui m'intéressent particulièrement et que je veux m'assurer que vous ayez sur votre radar. Restez à l'écoute. Bienvenue à l'émission Les Héros Anonymes. Toujours un grand plaisir de vous retrouver et surtout un grand plaisir de mettre sur votre radar probablement deux organisations que vous connaissez peut-être pas ou peut-être juste en partie. Alors, on va commencer tout ça, si vous voulez bien, avec un organisme que j'ai découvert il y a quelques temps qui s'appelle la Fondation à deux pas de la réussite. Et pour ce faire, on va faire quelqu'un qui devrait connaître un peu cette organisation-là. Il est le président et également fondateur de cette organisation-là, Alex Gagné. Bonjour Alex Gagné. Bonjour Daniel, ça va bien? Ça va très bien vous-même. Toujours, merci. Merci beaucoup de vous être déplacé, d'être avec nous en studio parce que je trouvais que votre organisation, j'ai le goût de dire, elle s'occupe de la base, mais de la base qui est donc bien nécessaire, qui est évidemment de s'assurer. Je n'irai pas plus loin. J'ai le goût que ce soit plutôt vous qui me parliez de votre mission et ce que vous faites. C'est quoi la Fondation à deux pas de la réussite? C'est vrai, on part du début. Dans le fond, la Fondation a comme mission d'aider les jeunes du primaire qui ont des difficultés financières scolaires dans toute la région de la Naudière. Donc, on est seulement que dans les écoles primaires, malgré le fait qu'on a beaucoup d'ambition éventuellement de peut-être aller vers d'autres niveaux scolaires. On commence par là parce que les besoins sont très importants dans notre région. Comment on donne notre aide concrètement? On a deux volets. Le volet financier, c'est qu'à la rentrée scolaire, on offre vraiment tout le matériel, incluant les espadrilles d'éducation physique. Donc, c'est la liste scolaire personnalisée qui est achetée à chaque enfant qui en a le besoin. Donc, ça coûte à peu près, là, je dirais, 250 $ par enfant. Pas gratuit, l'éducation au Québec? Non, pas toutes, presque. Donc, ça, c'est un de nos volets. Okay. Et l'autre volet, plus pour ceux qui ont des difficultés d'apprentissage, on a un partenariat, dans le fond, avec les cégeps dans notre région, l'Université du Québec à Trois-Rivières et l'Académie Antoine Manceau, où les étudiants de certains programmes qui sont soit liés à l'éducation, l'implication citoyenne, la relation d'aide, dans le fond, nous, on a identifié des cours avec les chargés de cours de ces établissements scolaires-là. Et les étudiants sont invités à aller donner du tutorat gratuit dans les écoles primaires en échange de crédits et d'un travail de session, dans le fond, qu'ils doivent effectuer. Donc, ça s'inscrit vraiment dans leur formation. Ça leur permet d'explorer peut-être une future carrière dans le milieu de l'éducation. Puis on souhaite pouvoir en intéresser quelques-uns, disons qu'il manque quand même quelques ressources dans le milieu. Donc, si la Fondation peut avoir du moins tenté ou permis d'explorer à certains jeunes cette avenue-là, on va dire mission accomplie en guillemets. Oui, par la bande, ça serait un bel effet secondaire, effectivement, disons, de tout ça. Votre organisme m'a parlé beaucoup. Moi, j'ai grandi dans la Naudière à l'Épiphanie. Oh mon Dieu, oui, OK. À l'Épiphanie, comme dans le milieu rural de la Naudière, soit les personnes qui sont de familles agricoles ont généralement beaucoup de revenus, les autres en ont moins. On dirait qu'il y avait comme deux classes sociales. Et c'est sûr que ça me parlait quand je regardais, l'association, pas l'association, la situation économique dans la région de la Naudière. Il me disait, oui, effectivement, dès le primaire, il y a déjà des fois un dénivelage en termes de conditions. Fait que si ces enfants-là peuvent évidemment accéder avec tout ce qu'ils ont besoin dans leur baluchon pour aller à l'école, déjà c'est beaucoup pour plusieurs familles. Ça enlève un stress financier, certainement. Alex Gagné, vous êtes de la région de la Naudière, si je ne me trompe pas. Toute mon équipe, oui. Toute l'équipe est purement de la Naudière. Très, très beau et jeune CA. C'est extraordinaire de voir cette relève-là en gouvernance, d'ailleurs. On en reparlera, mais vous avez donc été à l'école là, tout ça. Et qu'est-ce qui, à un moment donné, puis je pense que c'est vers l'âge de peut-être même avant ça, mais tu sais, déjà, il y avait un désir fort vers l'âge de 15 ans, je lisais sur votre site web, d'en faire un peu plus pour les jeunes, puis c'est arrivé un petit peu plus tard, mais ça vient d'où cette idée-là de mettre sur pied, justement, la Fondation à deux pas de la réussite? Oui, en fait, c'est ça. Ça date de même un petit peu plus tôt que 15 ans. J'ai eu la chance d'aller à Félix Leclerc à Repentigny au sport-études. Donc, l'école qui était dans le champ à l'époque. L'école dans le champ à l'époque qui n'est plus maintenant dans le champ. Là, il s'est construit beaucoup de choses autour, mais bref... Donc, j'étais au tennis et le tennis, veux pas, c'est un sport qui coûte quand même assez cher à pratiquer, qui est peu accessible pour tout le monde.
Et rapidement, lorsque j'ai commencé à donner des cours, j'avais 12 ans et j'avais les enfants qui étaient âgés de 4 à 5 ans à peu près. Et on les évaluait, oui, mais pas sur la base du talent ou du potentiel, mais il fallait beaucoup réfléchir à la capacité financière de la famille à payer plus tard pour... Donc, est-ce que ça vaut la peine, en fait, d'investir nos énergies sur un jeune de 4-5 ans alors qu'on sait que peut-être quand il va avoir 9-10 ans, ça va coûter plus cher et la famille ne sera pas capable de soutenir le tout. Donc, pour moi, ça faisait aucun sens. Je me disais, est-ce qu'on peut les laisser frapper une balle, avoir du plaisir, etc. Puis, ce constat-là, ben, je l'ai fait un peu en parallèle aussi à l'école lorsque j'ai jamais eu, en fait, vraiment de difficultés scolaires, sauf lorsque je suis arrivé en 4e et 5e secondaire, donc autour de l'âge de 15 ans, où est-ce qu'on était obligé d'avoir des cours de chimie, physique et maths fortes. Et ça, pour moi, c'est très nébuleux, très... c'est ça. J'avais l'impression de pelleter... Cosinus, puis maths 436, vous n'en gardez pas un bon souvenir? Non, très peu, en fait. Là, donc, j'ai coulé mes premiers examens. C'est la première fois que j'avais des échecs à l'école. Puis, comme mes parents étaient en bonne posture financière, ben j'ai eu des cours privés durant les 2 dernières années. Ce qui a fait en sorte que j'ai passé ces cours-là. Mais en parallèle, j'avais des amis qui avaient la même situation que moi au niveau des difficultés, mais pas le même avantage financier. Puis, je me disais, ça n'a pas de sens. En bout de ligne, on va tous avoir un travail, ça va tous nous prendre une carrière par la suite, etc. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas cet accès-là? Donc, ça a été ça qui m'a ouvert un petit peu plus les yeux. Puis lorsque j'ai rencontré la plupart de mes amis et mon équipe qui a construit avec nous la fondation, on avait tous eu un constat similaire, que ce soit dans un camp de jour, comme entraîneur, comme prof de danse, peu importe. Là, tout le monde avait eu ce constat-là, donc... C'est comme ça, en fait, que la fondation... l'idée de base, en fait. L'idée de base qui fonctionne extrêmement bien. Donc, ça, vous disiez, je pense que ça a pris forme, là. Ça fait quoi? Ça fait à peu près 7 ans qu'il existe votre fondation? On célèbre en ce moment là, notre 7e anniversaire. Là, donc, le temps, effectivement, passe vite. Vraiment, vraiment. Et ces autres personnes-là avec lesquelles vous avez eu cette brillante idée-là, et le conseil d'administration actuel dans lequel vous êtes, c'est quel type de personnes qui constituent aujourd'hui, justement, parce que je pense que vous êtes pas mal juste des bénévoles autour de cette organisation-là. Hein. Personne ne rémunérée, donc c'est une mission qui est 100% bénévole, ce qui fait que tous les revenus que nous recevons sont investis vraiment dans la mission. Au niveau de l'équipe, on était 9 jeunes de 18 ans à l'époque. On était vraiment au cégep là, lorsqu'on a créé la fondation. On se connaissait pour la plupart et d'autres non. C'était des gens avec qui on a eu l'intuition qui pouvaient venir compléter judicieusement l'équipe et on ne s'est pas trompé parce qu'elles sont encore aujourd'hui avec nous. Wow. Et au fil des ans, malgré le fait qu'on a accompli nos parcours collégiaux, notre parcours universitaire, maintenant on a nos emplois puis on a nos vies professionnelles et sociales aussi. Il y en a qui ont des bébés maintenant dans la fondation et tout. Là. À 25-26 ans maintenant, on est une équipe de 15. Toujours 100% bénévoles. La plupart du début sont encore avec nous. Et on a fait, c'est ça, grandir la fondation en équipe, ce qui est devenu maintenant presque une famille. Là. On se parle à tous les jours. On fête Noël ensemble aussi. Je veux dire, tout ça s'est développé. Là, donc, c'est une belle chimie en équipe. C'est un projet, en fait, de la philosophie par les jeunes pour les jeunes. Donc, là, vous êtes de moins en moins jeunes. Là. Ouais, mais on pense déjà à notre relève. Là. On a une nouvelle, ça fait déjà 2 ans là, depuis la pandémie, mais Rose qui a 20 ans. Puis là, on est en train de penser à prendre une nouvelle ressource avec nous qui va rentrer, elle, au cégep. Donc, s'assurer que cette philosophie-là perdure puis qu'on veut pas, à 25 ans, on s'en vient déconnecter un peu de ceux qui sont... l'école primaire est rendue loin. Oui, l'école primaire est rendue un petit peu plus loin, là, donc on s'ajuste dans le temps. Oui, c'est très sage, puis c'est ce que je constatais pour siéger sur différents conseils d'administration, puis vous aussi, vous en avez eu une bonne série. On parlera un peu de votre parcours tantôt. Des fois, là, d'avoir des jeunes sur un conseil d'administration, on réalise que c'est pas si fréquent que ça, et vous, vous excellez avec un score de 100%. Là. Donc, c'est inspirant aussi pour cette relève-là en gouvernance de déjà donner la piqûre à des jeunes administratrices, des jeunes administrateurs de s'impliquer dans la communauté. Et ça, vous le faites certainement très, très bien. Vous en avez parlé, constituer là, un sac d'effets scolaires pour la rentrée scolaire, c'est une charge financière qui n'est pas facile pour tout le monde. Bon an, mal an, vous aidez combien de familles environ? Pour la rentrée, l'année passée, c'était 530 à peu près. L'année prochaine, on tombe déjà à 1100.
Donc, c'est plus du double qu'on va soutenir dans la rentrée. Pour nous, ce volet-là, il est ultra important parce que la Fondation a un rôle économique aussi dans notre société. Là. On encourage uniquement les entreprises locales. En fait, c'est nos 2 principaux fournisseurs qui sont des entreprises locales de la région qui travaillent avec nous depuis 7 ans et qui font rouler, je veux dire, à la rentrée. Là, je prends entre autres ceux qui nous fournissent le matériel. Bien, ils embauchent 35 personnes à la rentrée uniquement pour gérer la fondation. Juste pour la fondation. Juste pour la fondation. Donc, un système électronique qui a été bâti sur mesure pour gérer les commandes de la fondation. Il y a un entrepôt qui est loué. Donc, c'est quand même une opération qui est d'envergure parce que tout est personnalisé. Oui, il n'y a pas un prof qui veut la même couleur de duotang, j'imagine, puis le même nombre de surligneurs. Là. Non, puis comme on a les espadrilles d'éducation physique aussi, le sac à dos, la boîte à lunch et tout, on veut s'assurer que l'enfant, il va être fier de rentrer à sa première journée. Donc, ses souliers sont soigneusement choisis, la bonne grandeur. Bien entendu, les sacs, on suit les collections, les tendances, on fait le choix. Donc, ça, c'est notre côté shopping. C'est pas juste des sacs Lavoie de la même couleur pour tout le monde. Oh non. En fait, on a le souci, justement, qui arrive à l'école, si on aide 30 enfants de la même école primaire, faut pas qu'il y en ait un qui ait le même sac, pour pas qu'il soit identifié ou qu'il soit, je veux dire, c'est ça, catégorisé. Donc, ça, c'est un souci qu'on a et que nos fournisseurs travaillent fort avec nous à ce niveau-là. Donc, aussitôt qu'on finit une rentrée au mois de septembre, rendu déjà au mois d'octobre-novembre, on prépare la prochaine au niveau des commandes parce que c'est un défi au niveau de l'approvisionnement. Là, donc, j'en doute certainement pas. Ça doit être tout un travail de coordination. Et avant qu'on prenne une petite pause, vous parliez que vous couvriez la Nodière. La Nodière, c'est un vaste territoire. Là, entre Pentigny et Saint-Gabriel-de-Brandon, on peut faire quand même quelques pas. Est-ce que vous avez identifié certaines écoles primaires en particulier avec lesquelles vous collaborez? Oui. Nous, dans le fond, on collabore uniquement dans les milieux défavorisés. Okay. Donc, on se coordonne avec les centres de services scolaires dans la région pour identifier les milieux qui nécessiteraient en priorité un soutien de notre part. Donc, en ce moment, c'est 23 écoles dans la région qui sont réparties vraiment partout, là, à peu près équitablement. L'année prochaine, c'est 42. Donc, on en ajoute 19 au total. Cette coordination-là, elle est super importante parce que c'est grâce à ça qu'on peut cibler les besoins les plus urgents. Même s'il y a des milieux qui sont jugés favorisés, il y a des besoins malgré tout. Mm-hmm. Mais on n'a pas le choix à un moment donné non plus. Les ressources étant limitées, on doit quand même faire des choix. Donc, c'est pour ça qu'on s'investit dans les milieux qui sont un petit peu plus précaires. Ben oui, ça fait du sens. Écoutez, on va s'arrêter là pour l'instant, si vous voulez bien, Alex Gagné. On va prendre une courte pause. Puis on va parler justement des ressources tout de suite après, si vous voulez bien. Et on est de retour avec Alex Gagné, qui est président et fondateur de la Fondation à 2 pas de la réussite. On a parlé, j'ai été fort impressionné du nombre de familles, de jeunes soutenus à la rentrée scolaire. Puis évidemment, oui, vous leur donnez un coup de main à la rentrée scolaire, mais ça, évidemment, ça perdure pour tout le reste de l'année en ayant ce qu'il faut. Et en plus, il y en a qui bénéficient du tutorat sur une plus longue période. Si on reprend l'exemple des sacs à dos et de surtout tout ce qu'ils contiennent, ça coûte pas 5$ monter un sac à dos. Là. Comment vous y arrivez à chaque année à en fournir autant et déjà d'être dans une prévisibilité, je vais prendre un autre mot, à prévoir d'en faire à peu près le double l'an prochain? Comment vous y arrivez? En fait, la Fondation, elle est aucunement soutenue au niveau gouvernemental et c'est par choix. C'est pas parce qu'il n'existe pas des programmes, là, c'est vraiment par choix parce qu'on juge qu'on n'a pas nécessairement besoin d'investir des fonds publics en nous, alors qu'il y a une unanimité des entreprises dans la région d'appuyer la Fondation dans la réalisation de sa mission. Donc, on a uniquement des programmes qui s'adressent aux entreprises. C'est vraiment 98% de nos revenus proviennent des entrepreneurs qui sont situés aux 4 coins de la région. Oui. Et c'est comme ça qu'on réussit à attacher la mission avec eux.
Puis on a toujours développé cette vision-là où est-ce que la philanthropie, pour eux, allait être un levier pour leur entreprise et non juste l'inverse. C'est pas juste la fondation qui perçoit un chèque et vous avez un reçu d'impôt et c'est terminé. Mais avec les enjeux de pénurie de main-d'œuvre qu'on a aujourd'hui, de la mobilisation de l'équipe, la rétention des employés, etc., il y a une belle opportunité, je trouve, pour le milieu philanthropique de se mobiliser puis de faire réaliser que c'est un levier, c'est un avantage pour les entrepreneurs de s'investir dans une mission qui les rejoint, peu importe la mission, là, bien entendu. Donc, c'est comme ça qu'on a développé nos programmes puis qu'on a cette proximité-là avec les entrepreneurs. Donc, ceux qui sont là depuis le début, depuis 7 ans, sont encore avec nous aujourd'hui, puis ça, c'est ultra important. Et à cela, c'est greffé des nouveaux joueurs avec les années. Le bouche-à-oreille, même si c'est une grande région, tout le monde finit par se connaître. Là, donc, le bouche-à-oreille fait en sorte que la communauté autour de la fondation s'est agrandie et qu'on peut arriver à cette prévisibilité-là. Ben, c'est quand même, oui, vous l'aviez pas mal mieux dit que moi. C'est quand même tout un exploit d'avoir mobilisé et de fédérer ces gens-là pendant toute cette période-là qui vous suit aussi dans la croissance de vos besoins à travers tous ces besoins-là. Vous avez certainement une recette magique que bien d'autres fondations voudraient avoir, mais c'est sûr qu'on la réalise, cette solidarité-là d'une communauté, d'une grande communauté. Là, la Naudière, c'est pas une petite région, mais certainement que ça porte fruit. Puis bon, clairement, on voit qu'il y a un impact auprès de ces différentes familles-là. L'élément que vous ameniez qui est fort intéressant, je trouve aussi, c'est que bien que ces jeunes-là soient au primaire, bien, éventuellement, ils vont se retrouver sur le marché d'emploi et ben, la situation de la pénurie de la main-d'œuvre, ben, elle inquiète actuellement. Donc, d'investir dans ces jeunes-là qui, bon, évidemment, s'ils ont déjà tout ce qu'il faut dans leur sac à dos, ben, ont pas mal plus de chances de se rendre jusqu'à la fin de leur parcours scolaire. C'est très certainement d'être très, très intelligent dans ces impacts collectifs là, auprès de la communauté. Vous avez une feuille de route, Alex Gagné, là, pour votre jeune âge, et je me sens vieux quand je dis pour votre jeune âge, bien intéressante. Là, vous êtes, bon, évidemment, vous avez créé cette organisation-là, vous en êtes le fondateur, vous êtes président. Je lisais, là, vous êtes administrateur pour le comité régional pour la valorisation de l'éducation. Vous avez été impliqué sur des conseils d'établissement, d'administration, membre du jury du défi Ose entreprendre. Vous avez été porte-parole de l'aile jeunesse de la Chambre de commerce et d'industrie des Moulins. Ça vous vient d'où, j'ai goût de dire, cette fibre-là d'entrepreneur social ou cette fibre-là philanthropique? Est-ce que vous avez eu des modèles? D'où ça part pour que ça ait commencé si jeune, déjà cette prise de conscience-là? Puis qu'au-delà de la prise de conscience, bien clairement, il y a comment je dirais, là, les babines ont suivi les bottines? Ouais. Ben, en fait, c'est une bonne question. Puis je dirais que en tout cas, la recette, dans mon cas, qui a fait en sorte que j'ai effectivement participé à plusieurs initiatives, c'est toujours que j'ai été inspiré par une personne qui m'a incité à m'impliquer ou du moins à m'engager auprès d'elle. J'ai ma mentor au quotidien qui est Isabelle Proulx, qui m'a aidé à partir la fondation avec l'équipe, qui m'a toujours appuyé, puis qui m'a toujours donné les guides, je veux dire, le chemin à suivre, là, qui m'a permis justement d'atteindre d'autres niveaux, mais toute mon équipe aussi. On est tellement multidisciplinaire dans ce qu'on réalise que c'est comme ça, en fait, qu'on réussit à sortir un peu des sentiers battus, qu'on réussit à faire autrement, puis à faire mieux dans ce cas-ci. Donc, je dirais que c'est ça, puis souvent, même si la porte n'était pas ouverte d'une organisation ou quoi que ce soit, on va aller la défoncer. C'est un choix d'y aller. Puis avec l'entourage qu'on avait, ben on prend ce choix-là, puis on le fait. Rendu là, c'est un pouvoir qu'on a de choisir, puis c'est un privilège de le faire. Donc, on va le faire, puis c'est comme ça qu'on a toujours grandi la fondation. Puis ce succès-là, je vais dire, de mon parcours, c'est vraiment mon entourage autour qui... Oui, j'ai de l'entre-gens, j'aime ça parler, je suis quand même bon pour créer des liens, mais si j'ai pas mon entourage qui me soutient dans tout ce que je fais, qui croit en nos projets, puis qui nous permet d'avoir ce leadership-là positif auprès des autres, mais jamais je pourrais y arriver. Là. Non, certainement. Le réseau est pour beaucoup, j'en doute même pas. On ne l'a pas abordé, puis j'aimerais juste qu'on y revienne quand on parle de ces jeunes-là que vous soutenez, qui sont en nombre croissant.
ils arrivent comment chez vous? Est-ce que c'est les centres de services scolaires, les écoles? Est-ce que c'est les familles qui doivent faire une demande? Comment vous réussissez finalement à aller changer la trajectoire peut-être de vie de ces jeunes-là? On travaille directement avec les écoles. Donc, dans les écoles, il y a des personnes, des intervenants qui sont identifiés, que ce soit la direction, enseignant, peu importe. C'est comme ça que les élèves sont ciblés en fonction des priorités. Donc, ce travail-là de proximité est ultra important parce que chaque école a sa réalité, chaque territoire, si je parle à une direction d'école qui est à Terrebonne versus celle qui est à Berthierville, on n'est pas dans le même contexte, mais pas du tout, alors qu'on est dans la même région pourtant. Donc, cette proximité-là, très importante. Et le fait aussi qu'on leur dédie une personne ressource dans la fondation qui crée ce lien de confiance-là et qui crée cette relation qui perdure dans le temps, ben ça aussi, c'est une des clés de succès là, que l'équipe a de bien s'implanter dans le milieu puis de bien faire réaliser en fait l'impact concret des investissements des entrepreneurs, mais aussi de l'investissement de temps que mon équipe met, là, parce que c'est, comme on l'a dit, c'est 100% du bénévolat. Fait qu'il faut quand même, fait qu'il faut quand même prendre conscience là, de ce qu'on fait puis du concret en fait positif que ça a au quotidien. Oui, puis c'est ça qui est spécial, mais qui est extraordinaire. C'est quand vous parlez de dire ces gens-là ont une personne contact avec lesquels ils interagissent, il y a un lien qui se crée. Généralement, on s'attend à une machine en arrière de tout ça. Il y a une machine, mais c'est une machine qui est 100% bénévole. Alors ça c'est vraiment tout à votre honneur d'avoir un modèle qui fonctionne, qui est capable de naviguer aussi avec des cycles d'opération. On comprend bien qu'avant la rentrée, ça doit s'activer un peu. Mais comme vous disiez, pas longtemps après la rentrée, déjà, vous êtes en train de préparer la suivante. Donc, ça doit être quand même quelques heures qui sont mises là-dedans. Là, j'imagine. Vous n'avez peut-être pas fait le calcul. Des fois, quand on fait le calcul, ça nous étourdit, mais vous devez en mettre du temps dans cette organisation-là. Là. C'est du temps de tout le monde à toutes les semaines. Ouais. Donc, tout le monde doit mettre l'épaule à la roue, mais puis ça, il ne faut vraiment pas le sous-estimer. Puis c'est le message que je dis à tout le monde, tous les jeunes que je vais rencontrer, que ce soit dans une école secondaire ou un cégep. Pour nous, la Fondation, ça a été aussi un levier dans nos parcours professionnels. Veux pas, on a une communauté d'à peu près 100 entrepreneurs autour de nous. On a les directions d'école, les centres de services, cégep, université. C'est une porte d'entrée incroyable pour se faire des contacts. La journée où on a un besoin, qu'il soit personnel ou professionnel, les entrepreneurs lèvent la main pour nous soutenir. Puis ça, c'est une richesse qui est incroyable. Puis en plus, on peut le conjuguer en aidant notre communauté. Et ça, cette prise de conscience-là, on le fait déjà il y a plusieurs années, mais on la fait encore au quotidien alors qu'on grandit et qu'on évolue dans nos carrières professionnelles. Donc, c'est vraiment pas à sous-estimer la part de cette implication sociale-là là, pour nous. Ben oui, vous avez une belle contrepartie, disons. Ah, vraiment? Certainement. Comme tout organisme de bienfaisance, organisme à but non lucratif, ben, vous avez certainement des défis. Vous avez un bel appui, clairement, des entreprises de la région de la Naudière, mais est-ce que vous avez des embûches? Est-ce que vous avez des défis? Ou je vous dis peut-être à l'inverse, est-ce que vous avez des rêves? Ah, des rêves. Je vais y aller avec le rêve. Ouais, c'est en mieux, fait, hein? Ouais, je préfère le rêve, mais les défis, comme tout le monde, là, dans le sens où on est tous occupés, la vie va rapidement. On a une grande région aussi, ce qui fait que des fois, l'implantation de nos programmes dans peut-être des villes ou des municipalités un petit peu plus éloignées, ça, c'est un défi. Donc, il faut quand même redoubler de créativité et de solutions hors de la boîte là, pour y arriver. Ça, je dirais que c'est des défis quotidiens auxquels on réfléchit. Mais au niveau des rêves, je dirais que ce serait au niveau de notre programme de tutorat. C'est un programme qui est unique au Québec, donc qui n'existe pas de jumeler le réseau de l'enseignement supérieur avec le milieu de l'éducation primaire. Donc, ça, de l'étendre à toutes les régions du Québec, de le rendre accessible, c'est un rêve. Donc, c'est quelque chose qu'on travaille actuellement, on ne le cache pas, là, qui est en cours pas de réalisation, mais du moins de réflexion et d'élaboration d'un espèce de croquis de feuille de route, en fait, comment ça pourrait se faire. Mais ça, c'est ça. C'est un rêve parce que, dans le fond, la combinaison de ce projet-là, c'est d'avoir un cégep ou une université sur son territoire, d'avoir des élèves qui doivent être aidés, puis d'avoir des tuteurs qui veulent s'impliquer dans leur communauté. En bout de ligne, il y a ça dans toutes les régions. Donc, ça peut très bien se réaliser. Maintenant, c'est de voir comment ça se fait. Ouais, mais c'est un rêve. L'équation n'est pas si complexe, mais que ça prenne vie, des fois, ça peut demander un peu de bonne volonté de tout le monde et certainement un peu de coordination et un peu... en tout cas, c'est un rêve qui je souhaite que s'accomplisse, très certainement. Les gens qui nous écoutent, là, je suis convaincu, qu'ils soient dans la Naudière ou pas, ou qui aient grandi dans la Naudière comme moi,
ont qu'une seule envie, c'est de vous encourager, évidemment, dans votre mission. Si moi, je suis à l'écoute et que j'ai un coup de cœur pour le fondateur, pour l'organisme, j'ai le goût de vous soutenir, qu'est-ce que je peux faire? Bon, c'est sûr, il y a le classique don à aller sur le site web, là. Mais je dirais qu'au-delà de ça, puis même au-delà de la fondation, le message qui est le plus essentiel, je trouve, qui est porté par l'équipe de la fondation, c'est impliquez-vous. Faites-le. Prenez le temps. Faites un choix d'une cause ou d'une organisation qui vous inspire, qui vous intéresse et qui vous incite à mettre du temps. Et faites-le. Honnêtement, vous allez découvrir, au-delà de la réalisation personnelle, de faire du bien pour quelqu'un qui en a besoin, vous allez développer toutes sortes de compétences qui sont tellement utiles dans nos vies professionnelles. Même si vous faites du sport, ça va vous être utile dans ce milieu-là. Si vous êtes artiste, peu importe le contexte. Moi, je dirais que c'est ça la plus grande fierté que j'ai avec l'équipe. C'est d'avoir réalisé un projet qui est pérenne dans le temps, qui a duré et qui encore aujourd'hui nous remplit de fierté, qui en est une passion au quotidien. Puis c'est ce qui fait en sorte qu'on réussit à encore le gérer au quotidien, là. Donc, ça serait ça, honnêtement, d'encourager les gens dans leur entourage, puis un jeune qui soit en 6e année, secondaire 2, peu importe, donnez-y une opportunité d'aller s'impliquer, donnez-y la chance de peut-être même intégrer un CA, même si tu as 16 ans. Fais-le. Honnêtement, là, tu vas apprendre des bases qui vont être utiles tout le temps. Puis, en tout cas, nous, on y croit vraiment, puis je pense qu'on est un bel exemple en toute humilité, toute l'équipe là, de ce chemin parcouru-là. Puis je pense que ce serait ça la petite leçon qu'on a en équipe à partager. J'espère qu'elle est bien entendue. Puis effectivement, je vous le confirme, là, vous êtes un très, très bel exemple comme humain, comme organisation. Et comme humain, j'inclus évidemment vous parce que vous êtes en face de moi, mais l'ensemble des membres du CA, toute l'équipe qui s'implique depuis, notamment en partie depuis le début ou qui s'est joint plus récemment. C'est extraordinaire de voir le pour les jeunes par les jeunes, de voir des gens de la région qui veulent s'assurer qu'il y a une égalité des chances, notamment à partir de l'éducation. Alors, félicitations, Alex Gagné. C'était un très, très grand plaisir. Le temps passait vite, mais c'était un grand plaisir de faire votre rencontre. Merci beaucoup. Alors, vous qui êtes à l'écoute, si vous voulez en apprendre davantage sur la Fondation À deux pas de la réussite, je vous invite à aller visiter adeuxpasdelareussite.org. Tout simplement, vous en apprendrez davantage sur l'organisme. Sinon, évidemment, je vous invite, comme à l'habitude, à rester en ondes parce que vous allez voir, on vous réserve aussi un deuxième organisme pour l'autre partie de cette émission-là. On se retrouve dans quelques minutes. À très bientôt. Vous écoutez Les Héros Anonymes avec Daniel Lantaigne. Alors, bienvenue à l'émission. Pour cette deuxième partie, j'ai le plaisir de vous présenter dans un tout autre registre, un autre organisme et surtout vous présenter une personne qui va nous en parler. On est avec en studio Florence Troncy, qui est directrice développement, partenariat et philanthropie à l'organisme qui s'appelle la SAMS. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Bonjour. Bonjour. Très heureux de vous recevoir, très heureux de pouvoir parler de cet organisme-là que j'ai croisé à quelques reprises pour avoir été anciennement mon directeur général dans une fondation qui était dans un centre de réadaptation. Alors, il n'y a pas de hasard dans la vie. Alors, très heureux de parler aujourd'hui de cet organisme-là. Mais la SAMS, ça existe depuis quand même un bon bout de temps. Les gens qui ne connaissent pas ça, c'est quoi la SAMS exactement? Donc, la SAMS, ça existe depuis 2009. En fait, l'acronyme, ça veut dire Société pour les arts en milieu de santé. Mais on s'appelle maintenant la SAMS parce qu'on est davantage connu comme ça. Ah ouais? Donc, on est un organisme qui engage en fait des musiciens professionnels. Donc, comme je dis toujours, c'est pas moi qui gratte un peu sur ma guitare, là, qui sait pas trop en faire. Non, c'est vraiment des gens qui jouent à la Place des Arts ou dans les festivals de jazz et partout, là. Et pas seulement à Montréal, là, partout, vu qu'on est à l'échelle du Québec. Et on va visiter les patients et les résidents, donc toutes les personnes qui sont plus vulnérables. Donc, on va dans les CHSLD beaucoup, on va dans les résidences pour aînés, on va dans les hôpitaux. Donc là, on touche des gens de tous âges, je dirais. On va notamment, par exemple, en oncologie, dans les services de dialyse. On va en soins palliatifs, dans les centres de réadaptation.
On va aussi auprès des centres de femmes en difficulté, comme le Chaînon, par exemple. Ah oui. Donc, un peu partout, en fait, où la musique peut faire du bien, en fait, en complément des soins, parce que tout l'aspect thérapeutique, je dirais, de la musique. Et puis, pour vous donner une idée, on fait 1000 concerts. Cette année, ça va être un record. On va faire 1000 concerts dans l'année. Ah, quand même. Donc, vous chômez pas et c'est tant mieux parce que ce sont des gens, dans le fond, qui bon, il y en a certainement, comme vous dites, qui sont en une certaine vulnérabilité, mais il y en a qui n'ont juste pas accès à cette forme d'art-là. Tout à fait. En CHSLD, et en tout respect à tout ce qui se passe en termes d'animation et de milieu de vie qu'on essaie de créer, ça reste quand même limité ce qu'on peut leur procurer comme expérience. Et là, de savoir qu'ils n'ont pas... qui ne sont pas de la musique à rabais, mais qu'ils ont, dans le fond, des professionnels, comme vous disiez, oui. là, qui œuvrent dans des orchestres ou dans des grands lieux. C'est quand même pas rien là, comme mission. La mission première, c'est vraiment l'accessibilité de l'art et de la musique, en fait, à ces personnes-là qui n'y ont plus accès, effectivement. Et puis, d'ailleurs, on a développé... on a commencé ça pendant la pandémie, mais il y a beaucoup d'aînés à domicile qui sont plus isolés, donc comme on le sait, là. Et donc, avec des concerts virtuels. Donc, il y en a qu'on fait en direct. Okay. Donc, les gens se connectent tous les jours. Là, c'est 3 jours par semaine, là, 14 heures. Et on a continué de les faire après la pandémie parce que les gens voulaient. Mais les gens, il y en a qui voyagent, ils se connectent quand même à distance. Vous avez créé une habitude. Oui. Là, donc, ça crée vraiment un rendez-vous régulier. Donc, les gens nous le disent, ça leur fait du bien, c'est en direct, donc les musiciens leur parlent aussi. On a du chant aussi tous les mercredis, donc c'est comme une chorale en direct. Wow. Et puis qui est animée par une de nos artistes, la Christine Hoff, au piano. Les gens peuvent faire des demandes musicales à l'avance. Oh oui. Donc toutes les semaines, elle travaille ensuite les musiques pour pouvoir les chanter avec les gens. Elle leur envoie les paroles. Et on a aussi une chaîne qui s'appelle lasams.tv et où là, donc c'est plus professionnel dans le sens qu'on est allé en studio, on a enregistré nos artistes, on a monté des mini-concerts de 20-30 minutes et ensuite c'est donc diffusé sur cette chaîne et les gens peuvent y avoir accès en tout temps, le nombre de fois qu'ils veulent, à l'heure qu'ils veulent et ça gratuitement. Toutes nos activités virtuelles sont gratuites. C'est extraordinaire. Puis je pense même que pendant la pandémie, je me souviens bien, il y a eu des concerts dans les centres de vaccination. Est-ce que je me trompe? Oui, tout à fait. C'est quand même extraordinaire parce que on s'entend que c'est à la fois pour les travailleurs et pour les gens qui allaient, c'était pas le contexte optimal. C'était pas le contexte souhaité pour personne, certainement. Là. Puis ça a permis d'engager aussi les artistes qui travaillaient plus pendant la pandémie. Oui, j'imagine que les bookings ça a été très apprécié de la part des artistes également. Ah, certainement. Et est-ce qu'il y a un répertoire en particulier? Est-ce qu'on est plus dans la musique classique, musique de chambre ou... Plutôt, oui, je dirais musique classique. Après, ça peut être de la chanson aussi, notamment quand on va visiter les aînés là, dans les résidences, dans les CHSLD. C'est sûr que de chanter des chansons connues. Il y a tous les effets aussi auprès des personnes qui ont Alzheimer et tout, là, des gens qui se rappellent plus de rien, puis là, ils entendent une chanson qu'ils connaissent depuis des années, et puis ils se mettent à chanter. Mais on a aussi du jazz. On va avoir de la musique du monde. Avec des instruments un peu différents, du oud, de la scie musicale, donc les gens, et même des contrebasses, les gens, ils sont impressionnés de voir des grands instruments comme ça. Donc, c'est ça, je dirais un peu plus diversifié quand même. Ah, mais c'est extraordinaire. Mais parce que quand même beaucoup de musique classique. Oui, qui reste le cœur de tout ça. Et bon, les bienfaits ne sont plus à prouver. Là, on l'a entendu, on l'a démontré à quel point, bon, évidemment, les arts, la culture ont un impact direct sur la santé mentale, avec l'isolement, comme vous parliez, soit des aînés, mais l'isolement qu'a créé aussi la pandémie et ces gens-là qui se retrouvent dans des lieux où ils ne sont pas proprement dit isolés parce qu'on est dans un milieu de vie, mais en même temps, des fois, ils n'ont pas des tonnes de visites. Ces gens-là, donc pour eux, c'est une activité là, qui les fait sortir de leur chambre là, tout à fait. Et qui amène énormément de bénéfices. Mais ça... Je ne sais pas si vous avez la réponse, mais ça part d'où l'idée d'avoir créé ça? Parce que l'idée, pour moi, elle est extraordinaire. Là. Les bienfaits sont évidents, mais en même temps, il y a quelqu'un qui s'est levé le matin avec cette idée-là. En fait, on a la cofondatrice au Québec de cet organisme, en fait, c'est Sylvia Lécuyer, qui est actuellement notre présidente là, du conseil d'administration.
Et puis, ce mouvement-là, en fait, est né en Colombie-Britannique. Donc, par Sylvia aussi et son conjoint. Donc, ils ont lancé ça en 2006, si je veux pas dire de bêtises. Et puis, donc, ça s'appelle, en fait, la Health Art Society. En Colombie-Britannique. Et puis ensuite, ça a fait des petits. Donc, il y a eu la SAMS, donc au Québec, mais il y a des Health Art Society en Ontario. Il y en a aussi dans les provinces maritimes. Il y en a aussi en Alberta. Ah, quand même, c'est un modèle. Oui. C'est un modèle qui fait clairement ses preuves de manière... Oui. Puis, je sais qu'il y a des réunions, des rencontres qui se font une fois par mois entre toutes les sociétés. Enfin, c'est tous des organismes à but non lucratif, là, mais pour essayer d'aller des fois chercher du financement commun, de partager nos expériences aussi. Comme nos concerts virtuels aussi, sur notre plateforme, on a pris des concerts qui avaient été enregistrés, par exemple, en Colombie-Britannique, puis on les a mis sur notre plateforme ici au Québec. Vous avez mutualisé vos forces. Pour partager, tout à fait. Ah, ben c'est très brillant de le faire. Puis, comme vous l'avez mentionné, ces gens-là sont rémunérés. Oui. Ce sont de vrais artistes, ce sont donc de vrais talents qui méritent d'être reconnus à leur juste valeur. Ça doit venir avec quand même... vous avez parlé d'un nombre de concerts impressionnant. D'ailleurs, cette année, là, avec le record, qui dit plus de concerts dit évidemment plus de dépenses. Il faut les payer en juste mesure. L'argent tombe d'où? J'ai le goût de vous demander. Ben, c'est sûr que toutes les dépenses artistiques, c'est notre plus grosse dépense. Ben oui. Donc, c'est ce qui est bien aussi, parce que quand on va approcher des partenaires ou des donateurs, ben, c'est ce qu'on leur dit. Donc, en fait, votre argent, il sert à financer des concerts. Ben. Et puis, selon, si c'est un solo, un duo, un trio, ben, évidemment, ça coûte plus cher. Mais, et puis, c'est vraiment, nous, c'est la base, c'est de rémunérer les artistes. Là, on ne veut pas faire du bénévolat. Là. L'idée, c'est pour ça qu'on a une double mission, la culturelle et sociale. Et donc, l'argent, il vient on a de l'argent du gouvernement, en fait, tout ce qui est Conseil des arts et des lettres du Québec, le Conseil des arts de Montréal. Après, on a c'est sûr que quand on a fait le programme là, dans les centres de vaccination, là, on a eu un soutien du ministère de la Culture et du ministère de la Santé. Pas des deux, wow, okay. Mais c'est la première fois qu'on a eu un soutien du ministère de la Santé. Sinon, du point de vue santé, ça rentre pas dans les cases. Non, on n'y arrive pas. On n'est pas dans les priorités. Pourtant. Pourtant, les bienfaits sont clairs. Oui, puis les gens, le personnel nous le répètent maintes et maintes fois. Mais sinon, après, on fait on a des commanditaires, des partenariats avec des fondations qui soutiennent notamment les aînés, qui soutiennent les arts. On travaille aussi, on a des campagnes de financement, donc à la période de Noël, où là, on lance un spécial concert de Noël. On a aussi notre campagne annuelle, je dirais, autour de notre événement bénéfice, donc qui a eu lieu là il y a quelques temps. Ouais. Donc là, on fait aussi des appels aux dons au grand public, je dirais. On a des donateurs qui donnent beaucoup, mais il y en a qui nous donnent juste $20, $50. Je veux dire, moi, je pense que chacun peut donner ce qu'il peut donner, et puis chacun peut faire sa part. À la hauteur de ses moyens, certainement. Ça doit évidemment monopoliser beaucoup d'efforts et d'énergie à chaque année pour boucler ces budgets-là, évidemment, pouvoir répondre à la demande. Alors, j'espère que les gens l'entendent bien, puis on précisera là, les différentes façons de vous soutenir un peu plus tard. J'imagine que pour les artistes, on pense évidemment aux bienfaits pour les gens qui reçoivent ces concerts-là, mais pour les artistes, ça doit être quand même toute une expérience. Là, vous avez parlé de soins palliatifs, là, d'aller jouer de la musique, sachant dans le contexte puis dans le lieu dans lequel on s'en va en faire. Ça doit être toute une expérience aussi pour ces gens-là. Là. Oui, puis ils nous le disent. Puis même moi, des fois, quand j'y vais aussi, que j'accompagne des artistes, là, c'est toute une expérience, mais c'est très fort, mais en même temps, c'est très valorisant aussi de faire ça. Là, je pense que pour les artistes, et surtout que c'est des artistes qui vont... C'est ça, comme je disais, ils jouent à la Place des Arts, ils ont leur engagement à droite à gauche, mais ils continuent de jouer pour la SAMS parce que ça leur apporte quelque chose de vraiment différent. Ils ont vraiment l'impression de redonner. Puis, en même temps, ils se disent que là, il faut qu'ils soient encore meilleurs que... Oui, ça se met une pression. Ouais. C'est extraordinaire de savoir. Il y a comme le ressenti est direct, en fait. Et puis non, c'est vrai, c'est vraiment des moments très, très forts pour eux.
Puis c'est sûr que dans des endroits comme en soins palliatifs et tout ça, c'est particulier quand il y a les proches, mais il y a tellement des beaux moments. En fait, c'est juste des moments de beauté qui se créent. Donc, ça doit être spécial de savoir qu'on joue peut-être la dernière trame musicale que quelqu'un va entendre de sa vie. Oui. Et donc, on a fait partie à sa façon de ce moment-là. C'est franchement intéressant. J'en apprends beaucoup sur la SAMS. On va s'arrêter un court instant, si vous voulez bien, prendre une courte pause, puis rester à l'écoute. On continue cette fascinante discussion avec Florence Troncy de la SAMS. Et on est de retour avec Florence Troncy, qui est directrice développement, partenariat et philanthropie à la SAMS. On a parlé de différents types de concerts, différents types de prestations, notamment, là, vous avez parlé de SAMS.tv, qui est une plateforme des différents concerts. Il y avait également la musique, pas la musique, excusez-moi, la chanson, avec une forme de chorale et différentes prestations. Les types d'interventions, ça ressemble à quoi? Est-ce que ce sont nécessairement tous les patients qui sont regroupés ensemble dans un lieu pour un concert, ou ça se fait à différentes échelles selon les lieux et selon aussi, j'imagine, la mobilité des gens? C'est pas tout le monde en CHSLD qui est capable de se déplacer, là. Exact. En fait, je dirais que notre formule plus traditionnelle, ça va être le concert de groupe. Oui. Donc, j'étais justement hier à un concert. Donc là, c'est dans les CHSLD, souvent, ça va être ça. Donc, ça va être dans l'espace commun. Là, il y a comme un petit endroit, donc comme une petite scène, là. C'est pas une scène, là, mais bon, nos artistes sont là. Et puis, les récréologues, les préposés bénéficiaires descendent ou amènent tous les résidents. Donc, il y en a beaucoup qui sont en fauteuil, ils les installent. Et puis là, ça va, je dirais, de 20 à 60 personnes qui assistent. Il y a des endroits où il y a des grandes salles, comme à l'UGM, par exemple. C'est vraiment une grande salle qu'ils ont, donc il y a encore plus de monde. Mais je dirais que c'est à peu près en moyenne une cinquantaine de personnes qui assistent. Et puis ça dure 45 minutes. OK. Ensuite, on a les concerts de chambre en chambre ou au chevet. Donc là, ça va être effectivement dans des endroits où les gens ne peuvent pas sortir de leur chambre. Donc, c'est ce qu'on va faire en soins palliatifs, par exemple. Ouais. On le fait aussi dans certains établissements comme les CHSLD à des étages où les gens aussi ne sortent moins ou ne peuvent pas descendre au rez-de-chaussée, par exemple, dans la grande salle. Et puis, donc là, le principe, c'est souvent, ça va être plus un musicien. Il faut qu'il soit quand même oui, parce que vous ne pouvez mobile. Pas arriver avec tous les instruments, exactement, toute l'équipe dans la chambre. Là. Donc là, il se promène, il va dans une chambre. Si les gens ne veulent pas, il va peut-être aussi rester dans le corridor. C'est très à la demande. Et puis, il se promène, il joue un petit peu, il continue. Il fait son petit tour là, de l'étage. Par exemple, quand on est dans les hôpitaux, en oncologie, par exemple, donc là, on est plus dans des grands espaces où les gens reçoivent, en fait, leur traitement de chimio. Ouais. Donc là aussi, c'est comme un mix. On fait un peu au chevet. Je veux dire, on va proche des gens. On reste proche, là. Donc, on se déplace de lit en lit, là, sans être non plus trop dans leur espace. Là, c'est pas le but. Vous adaptez bien là, à l'environnement. Oui, tout à fait. Puis, c'est ça, je vous dirais, la mobilité des personnes, oui. Là, puis à la réalité dans laquelle ils reçoivent des soins. C'est extraordinaire. Donc, on parle des différents concerts plus en groupe, chambre en chambre. On a parlé des plateformes sur le web. Est-ce que j'oublie quelque chose? Oui, mais en fait, dans les concerts aussi, on a des concerts extérieurs. Donc ça, c'est super. Enfin, ça marche vraiment bien. Ça amène une autre dynamique. Donc, on commençait, évidemment, on fait ça au mois de juin, juillet, août, septembre. On va jouer dans les cours, dans les jardins des résidences ou... on est aussi en santé mentale, je ne sais pas si je vous avais dit. Donc, par exemple, à Albert Prévost, on a déjà joué à l'extérieur, dans leur jardin. Au Chénon aussi, ils ont un petit espace. Dans les CHSLD, donc il y a souvent... Ça peut être même le stationnement, la cour. Enfin, on se débrouille, là, mais... c'est sûr que tout de suite, déjà, la musique amène du soleil, mais là, en plus, il y a du soleil. Là. On a toutes les conditions. C'est extraordinaire. Et puis, après, on a un autre
un autre type un autre type d'activité, c'est les chorales Sam chante. Donc ça, c'est vraiment particulier, en fait, parce que donc on a une chef de chœur qui est accompagnée donc, avec un guitariste. Ils se déplacent, donc toutes les semaines, ils vont dans un établissement où ils vont chanter. Donc là, c'est vraiment une chorale. Là. Pendant 1 heure, ils pratiquent. Il y a les proches aussi qui viennent. On est par exemple auprès des personnes qui font de l'aphasie. Oui. Donc le fait de pratiquer, de chanter, ça fait travailler les muscles, ça fait retrouver la parole, retrouver les mots. C'est très, très bénéfique. Et aussi pour les personnes qui ont Alzheimer, aussi, de pratiquer le chant, c'est très porteur. Et donc toujours dans un côté régulier de la chose, de se rendre compte, de se rencontrer régulièrement et de pratiquer. Donc voilà. Ah, ben c'est fantastique. Comme je disais, j'avais déjà connu la SAMS parce que j'avais vu un concert. J'avais trouvé ça extraordinaire et souvent, ben là, c'est drôle, on voit... C'est pas juste les patients qui viennent, on voit aussi les professionnels de la santé puis qui travaillent dans les établissements, tous les professionnels, dans le fond, qui veulent certainement en bénéficier parce que ça fait du bien, ça amène de la vie, ça amène du bonheur, ça nous fait oublier tout le reste pendant un certain temps. Donc, les bénéfices sont immenses. Ces différents concerts-là, comment ils s'orchestrent, là, mais on dirait que je fais des mauvais jeux de mots. Est-ce que ce sont les récréologues qui vous approchent? Comment vous êtes mis en relation entre, finalement, un établissement qui aimerait que ça se passe, puis vous? Oui, c'est ça. On collabore avec les récréologues. Donc, habituellement, je dirais le schéma traditionnel, c'est qu'ils nous contactent, ils nous donnent les journées quand ils aimeraient avoir des concerts, puis nous, ensuite, on trouve des artistes qui sont disponibles, et puis voilà. Ben quand même, ça doit être tout un travail de booking et de coordination, là, tout ça. Là. Puis on travaille, c'est ça, avec à peu près 200 artistes. Quand même. Parce qu'on n'est pas juste à Montréal. Non, c'est ça. Évidemment, on fait beaucoup de concerts à Montréal, dans la grande région de Montréal, mais aussi dans la région de Québec. En fait, on est dans toutes les régions. On est même en Abitibi. Ah, quand même, ça doit être un enjeu à mobiliser en région pour créer ça. Là, là on a une tournée en Abitibi qui a lieu bientôt, là, au mois de mai. Et puis, par nos activités virtuelles. Donc là il y a des gens, le CHSLD de Chibougamau qui nous a rejoints. Donc voilà, on était contents. Oui, c'est le fun ça doit aussi venir avec quelques défis, mais c'est un beau plaisir de pouvoir justement aller faire profiter ces gens-là de cette musique-là et ce moment-là, très certainement. Vous êtes partout au Québec, je parlais de défis. Est-ce que justement vous avez des défis avec ce grand territoire-là? De trouver des talents, trouver des musiciens et évidemment de répondre à la demande? Ben, je dirais que les musiciens, on n'a pas vraiment de défi d'en trouver parce que on collabore déjà avec plein de musiciens, puis il y en a plein qui nous approchent aussi. Je pense qu'il y a vraiment une volonté de beaucoup de musiciens de faire ce genre de projet. On est même des fois obligé de refuser, de dire non parce qu'on n'a pas assez de concerts à leur offrir. Pour la coordination, ben oui, c'est tout un défi là. Donc on est une petite équipe. C'est sûr que moi c'est mes collègues qui s'occupent de ça. Oui. Mais d'un point de vue, je dirais plus conseil d'administration. C'est sûr que notre défi justement, c'est d'élargir notre conseil, avoir des gens, justement, de Québec, par exemple, qui soient présents sur notre CA, de différentes régions, en fait, pour nous aider à plus faire du développement et peut-être aller chercher des fonds pour financer des concerts spécifiquement dans une région, en fait. Oui, certainement, parce que j'imagine que une des règles de base, ou en tout cas un principe en philanthropie, c'est que les gens aiment bien donner puis de savoir où va l'argent. Donc, c'est sûr que si vous voulez approcher un donateur, justement, en Abitibi, bien, probablement qu'il aimerait ça savoir qu'au moins, il y a minimum un concert en Abitibi qui est prévu et non pas juste dans une autre région du Québec. Donc, c'est ça. Donc, un vient avec l'autre, autant la demande de concert que la possibilité de les financer par différents bailleurs de fonds de manière plus régionale. Donc, ça, en tout cas, je vous souhaite d'avoir des beaux partenariats provinciaux qui vont vous permettre de naviguer à travers tout ça, mais aussi certainement de ce côté-là. Alors, au-delà de la coordination, est-ce que la SAMS fait face à différents défis comme au BNL?
Je dirais, oui, peut-être des défis de ressources humaines, comme tout le monde. La pénurie de la main-d'œuvre n'a pas épargné beaucoup d'organisations. On est une toute petite équipe, hein, donc il y a la directrice générale et artistique, et puis on a quelqu'un à la coordination des concerts, et puis moi qui m'occupe de tout ce qui est partenariat, philanthropie et communication. OK, aussi. Ça en fait pas mal. Oui. Donc là, on a quelqu'un qui nous aide pour les communications, mais l'idée, ça serait d'avoir une ressource vraiment plus pérenne. Ça serait notre souhait, là, de trouver quelqu'un. Et puis je dirais, après, l'autre défi, c'est le défi comme tout bon organisme à but non lucratif, c'est le financement. Donc, voilà. Et justement, comment les gens qui nous écoutent en ce moment, qui ont beaucoup d'amour et qui ont beaucoup d'intérêt envers la mission que fait la SAMS, peuvent vous aider concrètement? Alors, concrètement, on fait pas tant appel à du bénévolat, d'implication, parce que on n'a pas vraiment besoin, à part quand on fait notre événement bénéfice, par exemple. Je peux avoir besoin de monde un peu à l'accueil, ce genre de choses-là, mais sinon, ce serait plus sous forme de dons. Après, peut-être sous forme d'expertise, par exemple, un conseiller en communication qui veut nous offrir gratuitement, à nous aider dans notre stratégie de communication, ou ça peut être un peu ce genre de choses, de services pro bono. Ouais. Mais sinon, les manières de donner, en fait, sur notre site Internet, évidemment, on a toute la page qu'il faut. Mais il y a des dons mensuels, il y a le don pour les soirées bénéfices aussi qu'on fait chaque année. Donc, il y a la possibilité d'acheter un billet ou de faire un certain don. On a aussi, quand les gens font leurs dons, ils peuvent choisir, s'ils le souhaitent, pour que ça contribue à un établissement particulier. Ah oui, on peut diriger aussi précisément que ça. Par exemple, c'est ça. On leur pose la question. C'est sûr que s'ils donnent $20, ça suffira pas. Mais par contre, s'ils donnent un montant, puis on va faire un suivi par rapport à ça. Si c'est pour tel établissement, on va recontacter ensuite le donateur pour lui dire que on a réussi. Si c'est proche, je peux peut-être même y aller, prendre des photos, on peut lui en parler. Donc, on essaye de vraiment développer des liens avec nos donateurs, en fait. Puis c'est comme ça qu'ils... C'est comme ça qu'ils vont rester fidèles avec c'est vous. ça. C'est certainement la bonne recette pour les engager, parce qu'ils voient très, très bien l'impact du don qu'ils ont fait à ce moment-là. Au-delà de la notion très transactionnelle du don, ils savent que il y a des gens qui en ont bénéficié, ça a amené énormément de bonheur, et ça fait beaucoup dans les différentes communautés. Donc certainement, en tout cas, on lance l'appel aux gens qui veulent vous soutenir financièrement de le faire. Florence, vous êtes à la SAMS depuis quoi, 10 ans? Si je ne me trompe pas, environ? Oui, presque. Presque. Et après 10 ans, qu'est-ce qui fait? Pas tout à fait, quand même. Non, pas tout à fait. Non. Ça s'en vient, vient. Après bientôt 10 ans, dans ce cas-là, qu'est-ce qui fait en sorte que vous êtes toujours... en tout cas, vous êtes très certainement une très, très bonne ambassadrice de cette organisation-là. Clairement, vous y croyez. Qu'est-ce qui fait que, je vais vous dire, la passion est encore là pour une organisation après 10 ans, alors qu'on le sait dans les OBNL, le taux de roulement, des fois, est assez dramatique, mais... il y a clairement quelque chose de spécial qui se passe à la SAMS là, pour que vous soyez encore... Oui, je pense. Après, je travaille aussi sur d'autres projets, alors peut-être qu'aussi c'est ce qui me permet de dégager du temps aussi pour autre chose, puis de consacrer aussi année après année autant de temps à la SAMS. En fait, c'est le fait aussi, je pense que ça a énormément grandi. Alors de voir un organisme qui grandit comme ça au fil des années, qui rejoint plus de personnes, dont l'impact aussi est de plus en plus important, je pense que c'est très valorisant, puis on sent qu'on fait une différence. Finalement, moi, à mon échelle, je sens que je fais une différence. Oui. Et puis je pense qu'il y a vraiment un gros potentiel. Je veux dire, j'ai pas assez d'heures pour faire tout ce que j'aurais envie de faire. Donc, je veux dire, je pourrais... Il y aura encore beaucoup de choses à faire, je pense. Ouais. Et si vous avez un rêve pour la SAM, ça serait quoi, brièvement? Un rêve? Et puis, un rêve, mon Dieu, déjà d'être encore plus actif, je dirais, au niveau... régional, en fait, surtout dans les endroits un peu plus reculés où les gens, où il n'y a pas de salle de spectacle. Donc, comment aller
visiter ces CHSLD-là et puis amener ce petit baume au cœur là, que crée la musique. Je pense que ce serait ça, le rayonnement ça a beaucoup de sens. Encore plus accru. Oui, je vous le souhaite certainement parce que ça a des bénéfices extraordinaires et je pense que tout le monde devrait pouvoir avoir cet accès-là. Puis de se faire connaître aussi, je pense, du grand public, de savoir que ça existe en fait. Vu qu'on ne fait pas d'activité grand public, donc on est moins connu, mais je pense que mon souhait aussi, ça serait qu'on soit davantage connu de toutes ces personnes. Je vous souhaite certainement. C'était un très, très grand plaisir de vous rencontrer, Florence Troncé, là, qui est directrice développement, partenariat et philanthropie et aussi communication à la SAMS. Merci beaucoup pour ce bel échange et nous avoir mis la SAMS sur le radar. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur cet organisme-là, je vous invite à visiter leur site web qui est samsanté.org. Vous pouvez également les joindre au 514-802-8908. Merci. Oui? Oui, et sur les réseaux sociaux aussi. Et les réseaux sociaux, sur allez-y, Facebook, ça ne coûte rien de partager, ça donne de la visibilité aux organismes, puis vous allez avoir du très, très beau contenu. Voilà, on a plein de belles photos et de beaux témoignages. Allez voir ça certainement dès maintenant. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup à nos précieux invités, également à Mathieu Tessier à la mise en onde, Catherine Bourderon à la recherche, et merci d'avoir pris le temps de découvrir ces deux organismes-là, ces héros qui pourraient peut-être vous soutenir ou à l'inverse, que vous pourriez vouloir aider. Quoi qu'il en soit, on se donne rendez-vous assurément la semaine prochaine, même heure, même poste, alors que je vous ferai découvrir encore une fois 2 autres héros anonymes. Bonne semaine et à bientôt.